Je veux dire, il y a pourtant des journalistes ou des hommes ou des femmes politiques ukrainiens qui ont eu beaucoup plus de courage que ces pseudo-journalistes objectifs auto-revendiqués et qui dénoncent parfois à la télé. Je pense à Mouraïev, Evgeny Mouraïev, donc un Oui. député de la Rada, qui a carrément quitté son parti politique et qui a dénoncé en direct à la télé bon nombre de ces horreurs. Une autre députée, je ne sais plus son nom, qui avait parlé justement des ignominies du bataillon Tornado en disant mais on voit un député qui est en train de les soutenir, ce gars-là devrait être à côté d'eux sur le banc des accusés, Oui, quoi. oui, tout à C'est, fait. enfin, les preuves sont évidentes. On a trouvé les preuves dans le téléphone, dans les GSM de ces salopards. Ils se sont filmés en train de commettre leurs ignominies. Je veux dire, là, je vois pas ce qu'il faut de plus. Je... C'est effectivement le silence médiatique, le silence politique aussi, puisque normalement l'Allemagne et la France étant garants des de accords de l'application des Minsk. accords de Et Minsk. puis, je veux dire, après ce qu'on a vécu en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, il est incroyable, inimaginable et impensable que des gouvernements européens on nous serine, l'Europe c'est la paix, l'Europe ci, l'Europe mi. En France, on hurle au nazisme dès que quelqu'un est un tant soit peu patriote ou même nationaliste. Bon, Oui, non, mais d'ailleurs, en plus, à un moment donné, ça devient ubuesque parce que un coup les extrêmes droites sont anti-nazis, un coup les extrêmes droites sont pro-nazis, un coup ils se battent entre eux, un coup ils sont l'un à côté de l'autre. Enfin, ça n'a pas de sens parce que d'abord le qualificatif infamant par définition est utilisé à toutes les sauces, hein, oui, c'est ça. On fait un melting pot. Dès que tu dis j'aime la France, t'es déjà limite considéré comme un nazi, quoi. Hein. Bon, on fait du mélange, enfin vraiment des bêtises inimaginables en France et en Europe. Et par contre, on ferme les yeux sur les atrocités. sur ces bataillons spéciaux, sur les horreurs qu'ils commettent, sur les tortures, Ouais. les meurtres de civils, les viols, donc non seulement sur les prisonniers et prisonnières, mais aussi enfin dans les territoires occupés, hein, ce Oui, sont les absolument. territoires du Donbass qui sont occupés par l'armée ukrainienne. Il y a des jeunes filles qui sont violées, d'autres qui disparaissent. Ouais. Donc on peut très bien se douter de ce qui leur est arrivé régulièrement, tous les jours. Le jour où cette guerre prendra fin, on va découvrir un monceau d'horreur. Donc les journalistes qui ont couvert ça, Eh bien, il va pour moi, falloir qu'ils leur place passent. va être à côté Ouais. des gouvernements occidentaux et de Poroshenko, de toute sa clique, de tous les commandants d'unités, de tous les membres de ces bataillons spéciaux, sur le banc des accusés de ce tribunal pénal international qui devra dénazifier l'Ukraine et l'Europe une bonne fois pour toutes. Oui. C'est un travail qu'on n'a pas fini il y a plus de 70 ans, il est temps de le terminer. Ça veut dire Donc, aussi, ça veut dire aussi s'attaquer à la CIA qui est à l'origine de la conservation de ce bien sûr. type de comportement et d'idéologie, parce que Oui, puisqu'ils ont permis à bon nombre d'entre eux voilà, d'échapper à la punition en leur permettant d'émigrer au Canada et aux États-Unis. Et ils absolument, sont revenus là maintenant en Ukraine, développer toute leur idéologie nauséabonde. Ils absolument. ont payé, alimenté ces groupuscules en Ukraine même à l'époque de l'URSS pour s'en servir comme d'une cinquième colonne en cas d'agression de l'URSS contre l'Europe. Donc ils sont mouillés jusqu'au cou. Donc là il va vraiment, enfin quand je dis il va falloir le stade, je pense qu'on va même devoir faire plusieurs sessions parce que même comme ça je pense qu'il y aura encore trop de monde pour le Donbass Arena. C'est clair. Depuis le temps que Donc ça dure, ça effectivement. Effectivement, il y a beaucoup de monde qui sont impliqués dans tout ça et il va falloir y mettre un terme d'une oui, manière donc là il va falloir définitive. faire payer non seulement les responsables directs mais aussi tous les complices qui ont volontairement fermé les yeux ou apporté leur soutien en toute connaissance de cause à tous ces salopards. Ça c'est très très clair. Dans les choses un petit peu plus positives. Donc, on avait parlé la dernière fois de l'ouverture de ce bureau représentatif de la République populaire de Donetsk à Ostrava en Oui, République tchèque, que l'inauguration a eu lieu le 1er septembre. Bien entendu, l'Ukraine nous a piqué une crise maison. Donc, le ministère des Affaires étrangères ukrainien a envoyé une note de protestation à l'ambassadeur tchèque à Kiev et attend une réponse des autorités tchèques. Et bien entendu, Kiev envisage de poursuivre en justice les personnes liées à l'ouverture de ce bureau représentatif. Bref, le délire Made in Ukraine continue.
Ils ont aussi décidé donc de poursuivre en justice Sergueï Chaïgou et la Russie pour la énième fois. Ils ont demandé aussi à Interpol de rajouter Igor Plotnitsky et Alexander Zakharchenko sur la liste des personnes recherchées. Mais bon, à Interpol, ils sont un peu moins demeurés qu'à Kiev, donc ils les ont déboutés en disant que c'était du grand n'importe quoi, que c'était une requête purement politique et qu'il était hors de question qu'ils acceptent ça. Hein? Bah oui. Et pendant que l'Ukraine est en train de gesticuler dans tous les sens, etc. Hein, je pense qu'on va inaugurer un nouveau petit moment dans les sites rep, le moment pendant ce temps-là à Cancun, sauf que ça va être pendant ce temps-là à Kiev. Et bien pendant ce temps-là à Kiev, les tarifs d'électricité ont encore augmenté, à tel point que maintenant ils sont de 3 fois le prix de ceux en vigueur dans la République populaire de Donetsk. D'accord. 3 fois. Là, ça devient vraiment inquiétant. Oui. Je parlais en début de Sitrep de l'interview de Oleg Tsaryov, donc cet ancien député de la Rada qui est président du Parlement de la Novorossiya, qui disait que là, les gens en Ukraine ont reçu leur facture d'eau chaude. Bon nombre de personnes, pour ne pas dire une majorité d'Ukrainiens, a dû consacrer la moitié de son salaire pour payer cette facture. La moitié. La moitié, ouais. On n'est même pas encore pendant la saison de chauffage. Ouais. C'est-à-dire, on n'est même pas encore pendant la saison où là, la facture d'eau chaude, elle va exploser. Ouais. Donc, comment ils vont faire? C'est pas possible. Ça n'est même plus tenable. Ça n'est même plus tenable. Donc, dans des villes comme Dnipropetrovsk, ils commencent à virer les gens de leurs appartements. Mmh. À proximité de l'hiver. Non, on vous dégage. Voilà, vous pouvez pas payer vos charges, on vous dégage. Sauf que vu l'état d'appauvrissement de la population ukrainienne, à cette allure-là, Oleg Tsaryov estime que 70% de la population ukrainienne va se retrouver à la rue. Ouais, c'est clair. Donc là, ça devient du délire. Donc c'est pour ça que je dis que de toute façon, l'Ukraine ne pourra pas attendre longtemps avant de se lancer dans cette offensive suicidaire. C'est ça, ouais. Leur but, c'est, et là je lis de plus en plus d'analyses convergentes qui vont dans ce sens-là, Alexander Zakharchenko en a parlé aussi, hein. Le but de l'Ukraine, c'est vraiment de pouvoir se placer ensuite en victime. C'est-à-dire, ils savent qu'ils vont perdre de toute façon, ils savent qu'ils vont se faire ratatiner sur le champ de bataille, mais ils en ont besoin. Comme ça, ils vont pouvoir dire, bah c'est pas de notre faute, on a été vaincus. Et donc, c'est à cause de ça que la situation est catastrophique et que si et que mi. Donc, en gros, c'est ça l'idée. Ça, et puis, Poroshenko et toute sa clique, garder leur siège encore quelques semaines et leur tête, si possible, encore quelques semaines. Ça va être ça l'idée. En espérant, dernier ressort, peut-être que l'OTAN intervienne. Oui, je pense qu'ils doivent y croire dur comme fer. C'est comme ça, Kashvili a cru en Géorgie en 2008. Hein. Bon, le problème, c'est que ces débiles ont une mémoire de poisson rouge. Il suffit de se souvenir de ce qui s'est passé avec la Géorgie en 2008 pour bien se rendre compte que l'OTAN n'interviendra pas. Pas sans une très bonne excuse. Or, comme l'a dit Zakharchenko, la Russie n'interviendra pas ici. La Russie n'envahira pas le Donbass pour libérer l'Ukraine. Elle n'aura même pas besoin de le faire, je pense. Il suffira d'envoyer quelques missiles de croisière calibre, bien calibré, sur les positions majeures de l'armée ukrainienne pour que d'un seul coup, ce qui était une offensive devienne une débâcle. Oui, et puis même, je veux dire, comme l'a dit Zakharchenko, les forces de la République populaire de Donetsk et de Lugansk sont tout à fait capables de défendre la République. En dernier ressort, de toute façon, les civils se soulèverait. Il y a eu d'ailleurs hier des questions autour de tout ce qui était autorisation de détention d'armes. Oui. Et Alexander Zakharchenko a très clairement dit que la seule contrainte qui allait être demandée, ça allait être que les gens enregistrent leurs armes. Voilà, point barre. Mais ils ne vont pas mettre de loi en place comme on peut avoir en Europe où c'est très compliqué d'obtenir légalement une arme, etc. Zakharchenko a très clairement dit, moi je veux que la population puisse se défendre. Ce qui est logique. Gros problème, les gens pourront prendre leurs armes personnelles et puis défendre la République. Un petit peu de la même façon que la défense civile suisse. Tout à fait, c'est ce que j'avais en tête. C'est exactement comme le système de la défense civile suisse, donc c'est exactement dans la même idée.
Donc la Russie n'interviendra pas. D'ailleurs, Tsaryov l'a dit aussi dans son interview, en disant la Russie n'aura même pas, ne va pas venir sauver l'Ukraine. Il a très clairement dit que la Russie porte déjà à bout de bras la Crimée et de facto le Donbass, avec toute l'aide humanitaire, la Crimée, avec tout ce qu'il faut réparer, parce que l'Ukraine a tout laissé pourrir pendant 25 ans. Donc, résultat des courses, les routes étaient complètement défoncées, les infrastructures en très mauvais état. Donc, la Russie a dû débourser et met toujours sur la table un budget important pour remettre la Crimée en état. La construction des lignes électriques qui a dû se faire en urgence suite aux destructions de pylônes vers Kherson par des radicaux ukrainiens. Donc, ce qui prouve que c'est des imbéciles d'ailleurs, parce que maintenant ils avaient un certain revenu de la part de la Crimée qui consommait de l'électricité, et maintenant qu'ils ont détruit cette ligne-là et que les Russes l'ont remplacée, eh bien l'Ukraine ne reçoit plus aucun argent pour ce transit d'électricité. Donc ils sont perdants à chaque fois. De toute façon, ils sont tellement débiles, c'est vraiment incroyable. Donc, et puis le pont de Kerch qui consomme aussi effectivement beaucoup. Et qui a valu à la Russie de nouvelles sanctions de Washington. Voilà. C'est du grand n'importe quoi. Voilà, le Donbass, la Russie aide d'un point de vue humanitaire. Donc on a dit la dernière fois avec ses 62 000 tonnes d'aide humanitaire, ça coûte. Entre l'aide elle-même plus l'organisation du convoi et puis le convoi lui-même. Faut bien imaginer qu'à chaque fois c'est des fils et des fils de camions qui parcourent des centaines de kilomètres pour amener toute l'aide humanitaire. C'est ça. Donc c'est clair que Tsaryov a dit, mais la Russie n'a pas les moyens de sauver l'Ukraine, de la libérer d'elle-même. C'est pas possible. Non. La Russie ne peut pas, n'a pas les moyens financiers de porter l'Ukraine à bout de bras. C'est plus possible. D'ailleurs, lui-même pense que la seule solution, c'est de passer par la case zéro. Oui, c'est ça. Il dit clairement, l'effondrement de l'Ukraine est non seulement nécessaire, mais non seulement inévitable, mais il est nécessaire. Donc, l'Ukraine ne pourra pas échapper à un effondrement total. Donc, tout ça, en fait, c'est des éléments qui vont dans le sens d'une offensive finale. Bien sûr, parce que un animal qui est en train de se noyer, on sait c'est là où il fait le plus de vagues. Donc quand l'Ukraine est déjà en train de tomber en morceaux, puisque Dnipropetrovsk a demandé l'autonomie économique. Ah oui, ça c'est très fort ça. Ça veut dire que Dnipropetrovsk, excuse-moi de la prononciation, mais est en train finalement de faire ce qu'a déjà fait Donetsk et Lugansk. En réalité. Lugansk, donc de toute façon, l'Ukraine va se casser la figure. Le scénario final, comme le dit Tsaryov, est assez ouvert. Est-ce que ça va se terminer par l'Ukraine s'effondre, les forces de la Novorossia récupèrent peut-être juste la partie de la Novorossia et puis disent aux autres, démerdez-vous avec votre merdier et puis vos nazis et puis tout le reste et puis restez dans votre coin de l'autre côté du Dniepr. Ou est-ce que la population ukrainienne va finir par faire le ménage ou quoi? Enfin, on ne sait pas. Donc ça c'est très ouvert, mais je pense que ça va se terminer à minima avec un scénario à la yougoslave. Ouais. Il y a de plus en plus d'analystes qui parlent de possibles négociations du genre négociations de Dayton, accord de Dayton, qui ont donc, pour ceux qui ne savent pas, entériné la partition de la Yougoslavie. De la Bosnie-Herzégovine. Je pense que ça va se terminer avec une scission, parce que je vois pas comment les gens de Lvov ou de Ivano-Frankovsk peuvent arriver à vivre avec les gens de Donetsk. C'est pas possible. C'est un pays qui a été créé artificiellement par les soviétiques. Même avec Kiev. Avec Kiev, après ce qui s'est passé, etc. Je pense qu'il y a eu trop de sang versé. Je pense qu'il y a eu trop de morts. Il y a eu trop de souffrance. Je pense que l'Ukraine sera partitionnée à minima en 2, voire même en 3. Oui, en 3. C'est-à-dire que la partie qui appartenait à la Pologne à l'époque, à l'Empire austro-hongrois, etc., va être certainement récupérée par tous ces pays-là. Et il restera de l'Ukraine historique. La partie centrale autour de Kiev. Voilà. Et puis toute la partie sud, ça deviendra peut-être une confédération de la Nouvelle Russie, la Novorossia.
Voilà, Ouais. ça serait l'idée. Je pense que c'est comme ça que ça va se terminer. Je pense que ça va, c'est parce que je vois pas comment, même après un effondrement total, il y a eu trop de propagande pro-nazi, pro-Bandera, enfin, tous Ouais. ces Ouais. collaborateurs des nazis ont été tellement glorifiés, brandis en héros de l'Ukraine. Il y a eu un bourrage de crâne depuis des années. Maintenant, je Ouais. pense que Ouais. le mal est fait, il est profond. Ouais. Et je pense que ça sera impossible à déraciner par des forces externes au peuple, on va dire, de la partie centrale de l'Ukraine. Donc ça va être à eux de faire le ménage. Ouais. Je pense que si c'est même les forces de la Novorossiya qui le font, je pense que ça sera mal perçu, ça sera perçu, je pense, comme une invasion et ça passera pas du tout. Donc je pense que ça va très 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 mal se terminer. Donc là, comme disait Oleg Tsaryov, donc là les gens ont déjà sacrifié la moitié de leur salaire pour payer la facture d'eau chaude hors période de chauffage. Oui. Donc Oui. là, en Oui. octobre, je crois, les premières factures de chauffage vont tomber. Ça va faire très mal. Ça va faire très mal. Et là, pour faire diversion, pour éviter des émeutes, un Maïdan 3, je pense que le gouvernement Poroshenko sera tenté de jouer son va-tout suicidaire dans une offensive kamikaze dont le but sera de sauver ses miches pendant encore quelques semaines, se laisser le temps de partir aux Bahamas ou je ne sais où, et de laisser le bordel après aux autres. Il y a quand même... Tsaryov a confirmé des rumeurs qui couraient depuis longtemps sur des choses assez étranges qui ont lieu au 17e étage de l'hôtel Kiev. Oui. À Kiev, qui est donc à côté de la Rada, qui appartient à la Rada, où le 17e étage a été entièrement réquisitionné. Oui. Il est en plein travaux, totalement bloqué par des forces de sécurité. Il faut savoir que dans ce 17e étage se trouvent des bureaux qui appartiennent à Avakov, oui. donc ministre de la Défense, oui. et non, ministre de l'Intérieur, et à Andrei Paroubi, oui. donc le président du Parlement, ancien fondateur du parti Svoboda, dont l'ancien nom était le Parti national-socialiste d'Ukraine. Voilà. Avec le bras tendu. Avec le bras tendu et la totale. Donc ça, c'était, voilà. Pour ceux qui ne savent pas, le parti nazi, c'était le Parti national-socialiste allemand. Le Parti national-socialiste ukrainien, plus clair que ça, tu meurs. Voilà, ils peuvent pas être confondus avec le Parti communiste. Ça non, pas vraiment, non. Donc, et il semblerait que Yatsenyuk sont en train de se faire aménager des bureaux dans cet étage-là. Donc Oleg Tsaryov pense qu'il y a une espèce de conspiration qui est en train de se mettre en place entre Avakov, Yatsenyuk et Paroubi pour potentiellement renverser Poroshenko. C'est-à-dire mener un coup d'État nazi avec Yatsenyuk comme couverture pour dire non, c'est pas un truc nazi, regardez, les juifs. Ouais. Mais on n'a pas déjà eu... Cette excuse bidon avec Kolomoïski ici. Voilà, merci. Qui finance le régiment maintenant, le régiment Azov. Voilà, le mec est juif et il finance un bataillon de nazis. Cherchez l'erreur, il n'y en a pas. C'est le grand mystère du sionisme qui va petit à petit. Je pense que c'est même au-delà de ça, c'est carrément, ce sont des oligarques. Et comme le disait, je ne sais plus qui, ce sont des gens qui en réalité n'ont pas de patrie. Donc une allégeance hors de celle de l'argent. La seule chose qui compte pour eux, c'est de se faire du pognon. Le reste, voilà. Si ça implique de fricoter avec des nazis, de financer des groupuscules nazis. BHL n'en avait jamais vu non plus une seule, même l'ombre, quand il était venu, paraît-il. Oui, mais enfin, quand on connaît BHL. BHL qui soutient l'Ukraine, je veux dire, alors que, je veux dire de manière évidente, l'Ukraine se repose sur ces groupuscules nazis armés, lourdement armés, et donc potentiellement ils pourraient quand même aller mettre un beau bordel à Kiev et tenter potentiellement un coup d'État. Donc, à mon avis, ça va partir en live. Je sais pas quand, je sais pas comment, mais je pense que la situation en Ukraine va... Tout est en train de se mettre en place pour... dégénérer, voilà, pour que ça dégénère bien, et pas qu'un peu. Donc, je pense qu'on va avoir droit à un show comme seul l'Ukraine est capable d'en faire. Au rayon des catastrophes. C'est le pays des catastrophes. C'est la seule chose qui unit l'Ukraine, en fait. C'est le pays de la catastrophe. Ce que disait Tsaryov. Donc, lors de cette émission avec Alexander Zakharchenko,
Donc on a abordé beaucoup de points, dont l'importance des accords de Minsk, parce qu'effectivement on a demandé oui, mais bon, on se fait quand même toujours tirer dessus, il y a quand même toujours des victimes, et Zakharchenko a dit oui, mais s'il y a une possibilité, même infime, de tenter une résolution pacifique, il fallait la tenter, et entre autres pour préserver la population, parce qu'il dit oui, nous pouvons. Il a redit en fait ce que Denis Pouchkine a dit il y a quelques mois lors d'une interview. Oui, on peut libérer tout le Donbass, on peut libérer Mariupol, on peut libérer Kharkov, Kramatorsk, mais à quel prix? Mais à quel prix? Si on a une possibilité de le faire diplomatiquement, avec le moins de victimes possible, il faut qu'on le tente jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde. Il faut qu'on essaye la solution diplomatique. Parce que lorsque cette offensive qui se présente va venir, ça va pas être joli, hein. Ça va pas être joli pour libérer toutes ces villes. Il va y avoir malheureusement des victimes. Ça, on ne pourra pas l'empêcher. Pour la simple et bonne raison que ils ont vu ça à Debaltsevo. Quand il a fallu libérer Debaltsevo, il y a eu des victimes, il y a eu beaucoup d'infrastructures détruites. L'armée ukrainienne, quand elle perd, ils ont tendance à tout casser sur leur passage avant de partir. Donc ils ont cassé les infrastructures électriques, l'eau courante, le gaz. Donc les gens se sont retrouvés sans plus rien. Des services vitaux. Donc il y a eu des victimes à cause de ça, des victimes humanitaires, de ce désastre humanitaire, le temps que la République remette tout en état. Donc clairement, ils ont dit, voilà, Debaltsevo, c'était une petite ville, on a vu sur la carte. Gorlovka est déjà beaucoup plus grosse que Debaltsevo. Donc ils disent, vous imaginez, quand on va libérer des villes comme Mariupol, comme Kramatorsk, comme Kharkov, qui sont des villes de plus d'1 million d'habitants. Déjà, ça ne se fera pas du jour au lendemain, ça prendra plusieurs jours, au minimum. Et pendant ces jours de libération, évidemment, la partie ukrainienne qui a la dent dure, elle va pas se gêner pour broyer ce qu'elle considérera très probablement comme perdu rapidement. Tout à fait, plus les combats, etc. Je veux dire, même si les forces de la République font vraiment tout pour éviter des victimes civiles, avec des combats en pleine ville, ça sera impossible d'éviter des dommages collatéraux. On le voit bien en Syrie avec la bataille d'Alep. C'est une catastrophe. On a beau organiser des corridors humanitaires, on a beau essayer de tout faire pour éviter les victimes civiles, tu ne peux pas l'empêcher. Dans des batailles en gros centre-ville, dans des villes de plus d'1 million d'habitants, c'est impossible. Tu peux pas éviter les dommages collatéraux. Surtout quand tu as des gens en face qui n'ont absolument aucun égard pour la vie humaine, comme c'est le cas des terroristes. Et qui n'en ont rien à foutre de la population locale et qui sont prêts à l'utiliser comme bouclier humain, que ce soit à Alep ou à Mariupol, ou ailleurs. Ici, l'armée ukrainienne utilise la population civile des territoires occupés comme bouclier humain. Ils installent leurs chars en plein dans des cours d'école, dans des jardins d'enfants, dans des cours d'hôpital. Je veux dire, plus évident que ça, comme crime de guerre et comme utilisation de la population comme bouclier humain, je vois pas comment on peut faire. Donc évidemment, il va y avoir des victimes, et ça, les autorités de la République populaire de Donetsk et de Lugansk veulent l'éviter à tout prix. Et c'est pour ça qu'ils sont tellement attachés aux accords de Minsk, en disant, s'il y a la moindre infime petite chance, même si une chance sur 1 million, sur 1 milliard, il faut la tenter. Parce que sinon, ça sera le carnage. Le prix à payer pour la libération par les armes va être extrêmement élevé. Et c'est la population civile qui va principalement payer cette facture-là. Absolument. Donc ça, il faut en être quand même bien conscient. Donc cette émission, on va la diffuser en plusieurs langues. Donc le temps de recevoir toutes les vidéos, de faire les sous-titrages, etc. Mais donc il y aura une version en français. Donc les gens pourront voir l'intégralité de cette émission qui était vraiment très très intéressante sur les débuts de la guerre, le pourquoi des référendums qui ont eu lieu en 2014, les accords de Minsk, la situation en Ukraine, etc. Donc c'était très très intéressant, c'était vraiment une discussion assez informelle avec Alexander Zakharchenko, et franchement c'est une émission qui, je pense, va intéresser beaucoup de gens, parce qu'on a vraiment fait on a vraiment fait des questions sur un mode de défilé chronologique depuis le Maïdan jusqu'à aujourd'hui.
Vous avez fait le tour de la question. On a fait le tour de la question, donc je pense que ça aidera les gens en Europe à se faire une idée, vraiment une vision d'ensemble, une image d'ensemble Oui, de ce qui s'est passé. Donc et de bien. ce qui se passe encore, aujourd'hui. Euh, donc ça a été une des grandes nouvelles. L'autre grande nouvelle, donc ça a été que depuis le 31 août au soir, notre agence est désormais agence officielle d'État de la République populaire de Donetsk, aux côtés de l'agence locale en langue russe, DAN, donc le Donetsk agence News, on va dire ça comme ça si on traduit en anglais, donc l'agence d'information de Donetsk. Donc voilà, donc l'agence Doni News est désormais agence officielle d'État depuis le 31 août. Donc ça a été une très bonne nouvelle. Félicitations. Voilà. Je rappelle qu'il y a toujours des places de libre pour le groupe de visite pour les francophones, qui aura lieu du 16 au 22 octobre. Donc pour les personnes intéressées, contactez-moi rapidement parce que les places vont très très vite se remplir. Et comme le groupe est limité à 15 personnes maximum, ça sera très vite full. D'accord. Voilà. Très bien. Je ne sais pas si tu as des questions supplémentaires ou... Non, je pense que tu as fait... on a fait le tour de la question en tout cas pour cette semaine. Hein. Je voulais insister sur le ton solennel et l'avertissement solennel de Zakharchenko concernant le cas où l'Ukraine recommencerait à bombarder d'une manière très sévère comme elle l'a fait juste avant la trêve, avec des conséquences armées. Et puis tu as développé effectivement le fait que diplomatiquement tout sera tenté jusqu'au dernier moment, jusqu'à l'extrême limite pour éviter cette solution-là. Mais le gros problème reste que malheureusement on a un fort potentiel de voir se déclencher cette offensive avec des répercussions absolument incalculables. Voilà. Donc je pense aussi qu'il va y avoir des discussions au sommet, peut-être lors du G20, entre la Russie et Washington. Oui. Il est prévu des discussions, je crois, entre Poutine et Obama. Oui. Je pense que effectivement il y a une possibilité de discussion de type format de Dayton, hein, donc accord de Dayton, peut-être la Russie et les États-Unis s'accorderont sur une partition peut-être de l'Ukraine. Ça serait, je pense, la meilleure solution. On va dire. Ça serait une partition officiellement reconnue par la communauté internationale avec ce que proposait Tsarioff à ce moment-là, donc des forces de maintien de la paix russe côté Novorossia, des forces de maintien de l'OTAN côté reste de l'Ukraine, et puis chacun chez soi, et les chèvres seront bien gardées. Ça, hélas, malheureusement, je pense que les Américains risquent de ne pas en vouloir. Et il est probable qu'Obama soit en plus rapidement de mauvaise humeur, puisque Obama a l'intention d'interpeller les Chinois sur le sujet de la mer de Chine méridionale. Et quelle bonne chance que les Chinois disent à Obama occupe-toi de tes miches. Voilà, et d'une manière assez peu diplomatique, parce que les Chinois ont été discrets et très réservés jusqu'à présent. Mais que maintenant l'agacement est prodigieux de leur côté depuis qu'ils voient la marine américaine venir les provoquer. Oui, puis bon, en plus en tant qu'allié de la Russie, la Chine est bien au courant de toutes les provocations qui sont faites contre la Russie, puis celles qui sont faites contre elle. Je pense que là la mayonnaise elle commence à bien monter là. Je pense que absolument, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs la Chine a demandé je dirais une alliance, c'est plus qu'un partenariat militaire, c'est même une alliance avec la Russie. Et donc si Obama vient au G20 avec l'intention d'agacer les Chinois, il se peut que les Chinois finissent par vraiment mettre en colère Obama et le contrarier au point que la discussion avec Vladimir Poutine concernant le Donbass risque fort de tourner au vinaigre et tourner court en tout cas. Et voilà où on en est, quoi. Tout simplement, c'est terrible, hein. Il y a un pays qui décide que le monde entier lui appartient et que tout doit être fait selon ses voeux,
Et pour ça, 7 milliards et demi d'individus en souffrent et ils s'en moquent éperdument. Éperdument. Donc voilà. Donc on va voir un peu comment ça évolue avec donc le G20 qui a lieu bientôt. Oui. On va voir ce que ça donne, mais effectivement, je pense que là très très bientôt, l'Ukraine va atteindre un stade d'effondrement tel que les autorités, pour sauver leur tête, ne serait-ce que quelques semaines, seront prêtes à toutes les folies, quoi. Bien. Ben, l'avenir nous dira, comme on dit. Hein. Merci Christelle pour ce 4e Citrep et à bientôt, donc à la semaine prochaine pour un nouveau Citrep. Oui, à la semaine prochaine, Tom. Prudence. Au revoir. Merci. Ciao. Ciao.